Donc la régie Côte d'Azur, en fait, c'est une structure, un EPIC, une structure publique, un satellite de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui porte les compétences eau et assainissement des 51 communes qui composent la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est-à-dire environ 550 000 habitants. Pour donner quelques chiffres repères, voilà, 550 000 habitants, une cinquantaine de stations d'épuration, à peu près 2600 km, 2900 km même de réseau, eau potable et eau brute. Voilà, donc on exploite, on entretient ces beaux réseaux. Donc voilà, j'ai le plaisir depuis cet été d'occuper le poste de directeur technique et innovation. C'est bon, ça fonctionne. Non, là ça fonctionne plus par contre. Oui, non, je crois qu'il fallait appuyer. Bon. Donc bonjour à tous, Olivier Damour. Donc moi je travaille également à Côte d'Azur, la régie de la métropole. Donc moi je m'occupe plus particulièrement en fait d'un projet structurant en fait sur la métropole qui est de déconstruction reconstruction en fait de la station qui gère les 19 communes en fait littorales. Donc c'est un projet en fait en particulier dans le cadre duquel il y a une grosse unité de reuse qui est prévue. Et puis on en reparlera plus loin. On a prévu à la fois ce développement en fait à terme sur le reuse et puis gérer un pilote en fait dans un avenir plus immédiat en fait sur lequel on va avoir un certain nombre de tests à réaliser. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Vestier de Montpellier Méditerranée Métropole. Alors la métropole c'est 31 communes, à peu près 500 000 habitants. Moi, je travaille au sein de la direction, alors, parce qu'il y a eu beaucoup de changements et ça continue chez nous, mais donc de la direction déléguée au cycle de l'eau. Voilà, au sein de la métropole qui compose avec la direction des déchets, le pôle déchets et cycle de l'eau. Au sein de cette direction, je m'occupe d'un service qui s'appelle Gestion intégrée de l'eau. Alors, un nom un peu barbare et qui recoupe peut-être pas ce que vous avez en tête habituellement, mais disons qu'il s'occupe de ressources en eau d'une part, au sens un peu large, et puis d'eau et d'urbanisme. En fait, en eau et urbanisme, on intègre l'ensemble du petit cycle de l'eau dans les documents d'urbanisme, de la planification jusqu'à l'instruction des permis de construire, voilà, tout simplement. Et on s'occupe également de corréler nos équipements, nos ressources avec les besoins futurs à travers un certain nombre de schémas directeurs qui sont raccords avec les schémas directeurs de planification urbaine. Et puis de l'autre côté, donc on s'occupe de la ressource en eau au sens large, puisqu'on a la chance d'avoir une ressource importante qui est le massif karstique de la source du Lèze, qui subvient à 80% de nos besoins à peu près au niveau de la métropole, le reste étant assuré par BRL, mais bon, on y reviendra peut-être après, il y aura peut-être des questions là-dessus. Et on s'occupe également donc de protection qualitative de petits forages locaux. On en a fermé quelques-uns, il y en subsiste, qu'on souhaite conserver, qui sont des captages prioritaires, donc sur lesquels on mène des actions d'animation. Et ces actions d'animation sont essentiellement tournées vers l'agriculture. Et ça fait le lien avec une compétence ou une mission qu'a pris la métropole en 2015, qui est la politique agricole et alimentaire. Voilà. Donc, et c'est à travers ça, donc vous voyez au sein de ce service les relations importantes qu'on peut avoir avec l'urbanisme, l'aménagement, l'agriculture, l'alimentation, à travers aussi les cantines scolaires, et puis tous les liens qu'on peut avoir avec, parce que c'est nous aussi qui nous occupons de ça, les syndicats d'eau potable, puisqu'on a des syndicats d'eau potable qui opèrent sur notre territoire. Nous avons la régie des eaux, on y reviendra peut-être aussi un peu plus tard, et puis 2 syndicats d'eau potable qui sont sur notre territoire. Voilà. Et nous sommes aussi des vendeurs d'eau, des acheteurs d'eau vis-à-vis de BRL, et nous sommes aussi des réceptionneurs d'eau usée de certaines collectivités limitrophes. Voilà. Alors, pour démarrer, avant de passer vraiment dans le sujet de la réutilisation, la première question qu'on vous a posée, c'est de savoir où en étiez-vous dans vos approches de gestion des eaux urbaines en général, que ce soit aussi bien les eaux pluviales que les eaux usées, avec notamment, est-ce que vous avez des stratégies bien établies de gestion à la source des eaux pluviales, ou est-ce qu'il y a des alternatives sur l'approche centralisée eaux usées, voilà. Donc si vous pouvez, juste de manière assez globale, réagir un peu sur ces
cette première question. On commence par Nice alors. Alors, alors c'est vrai que sur la particularité de la régie aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour répondre à cette question parce que la compétence eau pluviale, c'est pas nous qui l'apportons, malheureusement. Mais on aimerait bien. Sur le fond, on aimerait bien. Sur la forme, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des choses qui seraient pertinentes d'avoir dans notre niveau de compétence pour maîtriser l'ensemble des aspects liés à l'eau. Donc aujourd'hui, bon, là-dessus, alors c'est vrai quand même qu'on l'évalue, c'est-à-dire que, alors je sais, peut-être que j'anticipe une question qui sera posée plus tard, c'est-à-dire qu'actuellement au niveau de la régie, on a une approche un peu particulière, c'est-à-dire c'est innovant dans l'application, pas tant dans l'idée, puisqu'elle existe depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler, de regarder nos territoires, parce que maintenant, depuis que la régie est créée depuis 2015, elle n'a cessé de grandir jusqu'en 2022, puisqu'on est passé de quelques communes à 51. Et puis au 1er janvier 2022, on a pris l'assainissement. Donc à chaque fois, ça a été des coûts, mais qu'on a des coûts qui font du bien, hein, mais qui quelque part qui sont compliqués à mettre en œuvre et à stabiliser. Maintenant, on est en régime de croisière, on va dire, en termes de croissance. On a atteint un niveau de maturité en termes de croissance. Et donc on est en train de mettre en place une vision métabolique de notre activité. C'est-à-dire qu'on incorpore le concept de métabolisme urbain à l'échelle de la régie, en faisant un lobbying pour que ça soit aussi accepté et vendu à l'échelle du territoire, enfin à l'échelle de la métropole, parce que à l'échelle de la régie, ça a du sens par rapport à l'eau, mais c'est vrai que mais par rapport à d'autres flux comme l'énergie, les matières, bon, ça c'est plus pertinent de le faire à l'échelle de la métropole. Mais on le fait quand même nous, actuellement, avec un objectif, c'est d'avoir cette restitution de notre métabolisme prêt pour la fin de l'année. Et dans l'approche métabolique, la dimension pluviale est fondamentale. C'est-à-dire que là, typiquement, c'est vrai que quand on prend du recul et qu'on voit effectivement la source d'eau pluviale que ça représente, on sait aujourd'hui avec l'approche métabolique que tombe à peu près 1 milliard de mètres cubes par an d'eau potable sur le territoire métropolitain, 1 milliard. Là où nous, on en consomme, c'est-à-dire là je parle de ce qui arrive au robinet, 45 millions, voilà, des abonnés. Donc ça veut dire que ce qu'on consomme, c'est 4% de ce qui tombe du ciel. Bon, après, voilà, donc ça remet en place un certain nombre d'ordres de grandeur en tête. Et ça nous impose effectivement un certain nombre de lignes directrices qu'on aimerait partager avec la métropole, puisqu'encore une fois, c'est eux qui maîtrisent cette ressource pluviale. Voilà, donc c'est pour ça que il n'y a pas de plan spécifique régie en tout cas par rapport à cette question. D'accord. Peut-être à Montpellier, donc vous. Alors à Montpellier, effectivement, peut-être la chance par rapport à la régie de Nice, c'est qu'effectivement, on a la vision peut-être territoriale de la métropole et de l'autorité organisatrice. Alors, pas forcément moi qui m'en occupe, mais les eaux pluviales, c'est quand même au sein de la direction. Hein. C'est un service d'une quinzaine de personnes qui s'appelle le service GEMAPI. Et pour répondre à la question sur la gestion à la source, alors en fait, ça existe sur la commune de Montpellier, sur une partie de la commune de Montpellier depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des zones, ça fait l'objet d'un zonage, le fameux zonage d'assainissement pluvial qui est annexé aux anciens postes. Et donc il y a des zones qui sont effectivement soumises à rétention à la parcelle et qui doivent traiter donc une partie des eaux qu'elles reçoivent. Il y a des règles au niveau de la parcelle. Ça ne concerne pas tout Montpellier et ça ne concerne pas les 30 autres communes. Donc il y a 2 ans, on a réalisé non pas un schéma pluvial, mais on a posé une réflexion et on a défini une doctrine. Et cette doctrine va s'appliquer sur l'ensemble des communes. Elle définit 3 types de pluie et 3 types d'actions à mener pour effectuer effectivement de la rétention à la source en fonction de l'intensité, de la durée de la pluie. Pas de perspective de réutiliser cette eau pluviale donc, quand elle Non, alors effectivement, pas à ma connaissance. Ouais, on n'est pas dans la maturité, mais c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes équipes qui travaillent. On y reviendra aussi sûrement, mais voilà, d'un côté il y a les promoteurs, les aménageurs, et puis de l'autre il y a et il faut mettre en musique, de faire monter la crème pâtissière de tout ça, mais ça paraît évident, mais au sein même de la direction, on se parle pas assez. On fait des choses chacun de notre côté, puis à un moment on se fait mais zut, on fait de la rayoute, mais tu me l'avais pas dit, voilà, etc. Donc notamment sur les sujets novateurs. Donc non, il n'y a pas de doctrine, adossé à la doctrine de rétention pluviale, il n'y a rien concernant la réutilisation. On ressent ça dans plusieurs métropoles. Toulouse n'est pas là, mais je ressens aussi beaucoup ça. La question du silo et du fait que
vous avez des actions dans différents services. Et puis cette désimperméabilisation, on se travaille sur le pluvial de manière alternative, mais qui ne va pas jusqu'à envisager la réutilisation pour l'instant. Donc, je sais pas, Non, ce qui me faisait réagir, c'est la dimension promoteur. Pour avoir échangé avec des promoteurs immobiliers sur la revalorisation des eaux grises, où là, effectivement, il n'y a pas d'imposition normative qui les oblige de faire des choses. Donc, eux, ils attendent. Pour l'instant, ils disent nous, tant qu'il n'y a pas d'imposition normative, on ne bouge pas. Par contre, on est souvent sollicité, moi, pour en discuter avec certains promoteurs, sur la gestion des eaux pluviales. Ils nous disent, mais attendez, nous, vous nous demandez. La réglementation nous demande de construire des bâches de rétention significatives à chaque construction pour lutter contre effectivement les phénomènes d'inondation, la rétention des eaux pluviales et un relargage systématique dans la foulée sans de valorisation spécifique. C'est-à-dire, pourquoi n'utilisez-vous pas cette eau pour irriguer les espaces verts? Pourquoi voilà, Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, alors on en a discuté la dernière fois un peu à la volée, c'est vrai que l'objectif effectivement initial de ces bâches, c'est de retenir l'eau pour éviter les à-coups de débit sur des réseaux, c'est pas unitaires, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus qu'on ne fait pas aujourd'hui. Voilà, bon... Le lien avec les aménageurs, c'est un point important parce que c'est fondamental. Ouais. Nous, à Toulouse, je constate que notre nouveau bâtiment, par exemple, a une valorisation des eaux pluviales, réutilisation pour les chasses d'eau. Mais finalement, ça s'est fait à l'échelle de notre bâtiment. Et je ne suis pas sûr que finalement la métropole et Toulouse soit tellement intervenue et n'ait non plus une vision globale de tout ce qui existe finalement dans les bâtiments qui ont été équipés. C'est une bonne question. Quel est le bon niveau pour que les choses bougent? Est-ce que c'est le promoteur au niveau de l'immeuble ou de l'aménageur? Au niveau d'un quartier ou d'un sous-quartier, je pense que les exemples qui ont été évoqués dans les 2 journées là me font penser que pour le recyclage, par exemple, des eaux grises, c'est clairement les promoteurs. C'est des choses qui se traitent au niveau d'un immeuble, d'une habitation collective. Après, c'est les écoquartiers, je pense, qui feront bouger un peu les choses, mais... Ils ont besoin d'être encouragés quand même. Dans quelle mesure les collectivités peuvent imposer certaines directives dans les nouvelles constructions, quoi. Alors, s'agissant d'usages qui en plus sont soumis à dérogation, je ne sais pas si on peut complètement les imposer, mais on peut effectivement faire des prescriptions. Alors, là aussi, il faut toujours se replacer dans le contexte que la métropole est jeune. Hein. C'est 2014, ça fait même pas 10 ans. Donc, il y a d'un côté Montpellier, puis il y a les autres communes. Et c'est pas le même état d'avancement. Et à Montpellier, effectivement, il y avait un document, je crois qu'il s'appelait le Guidora, qui faisait quelques prescriptions, dont certaines concernant l'eau. Alors, ça allait pas très loin, mais il me semble, pareil, alors il y a beaucoup de projets en ce moment et on a du mal à se tenir au courant, mais il semblerait qu'il y ait une réactualisation de ce guide, peut-être qui ne s'appliquerait qu'à Montpellier et qui serait, alors je crois à Montpellier, la ville frugale, je ne sais pas où ils en sont, et où effectivement on irait peut-être un peu plus loin dans les prescriptions, mais c'est des sujets, on est venu m'en parler, nous demander notre avis, mais c'était, oui, il y a 9 mois, et depuis 9 mois, je n'ai pas de nouvelles, donc il faut, voilà, c'est la difficulté des grandes institutions. Non, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'effectivement, dans certains projets d'aménagement en fait, d'écoquartiers ou de bâtiments, en fait, ce qui pousse ce type de réutilisation, en fait, c'est les certifications, que ce soit les certifications BREEAM ou les certifications écoquartiers, enfin, etc., qui demandent finalement des points avec un certain nombre de critères, hein, et ça peut en faire partie en fait, de ces critères. Pour autant, il faut aussi se méfier, hein, je dirais, donc ça, c'est quelque part une façon de pousser en fait le sujet. Il faut quand même se méfier des fois des fausses bonnes idées, hein, au sens où quand on regarde en fait les pluviométries qu'on a en fait sur les régions méditerranéennes en particulier, hein, avec des périodes sèches en fait qui sont de 4 à 5 mois. Malheureusement, en fait, si on veut être vraiment pragmatique et qu'on fait le vrai calcul en fait de ces bassins, on va dire, et de leur retour en fait sur investissement, je dirais, vraiment macroéconomique, le résultat n'est pas évident du tout, quoi, hein, je dirais, hein, et c'est pareil aussi la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est vrai que par ailleurs, en fait, les GEMAPI imposent, hein, des bassins de stockage en fait pour les événements pluviaux extrêmes, lesquels malheureusement vont avoir tendance à s'amplifier, donc ça ne va pas aller dans le sens de diminuer en fait la taille de ces événements. Et la séquence en fait de ces événements, elle sort aussi des périodes
où on pouvait avoir l'habitude de les recevoir, hein, je dirais. Et donc, des démarches, en fait, comme on évoquait tout à l'heure, de dire oui, ce bassin, on pourrait imaginer finalement de l'utiliser à une certaine période de l'année, de le remplir, en fait, et quelque part de changer son usage. C'est pas évident non plus, hein, du tout, hein, parce que de fait, la période d'été, c'est quand même une période où on va pas pouvoir stocker d'eau. Or, on peut avoir des événements pluvieux très forts, y compris jusqu'en juin, quoi. Et donc, si on remplit en fait en juin, par définition, on peut plus prémunir en fait des événements forts. Mais de fait, s'il n'est pas rempli, il servira à rien pendant l'été, quoi. Donc, je dirais, il y a malheureusement, en fait, c'est une équation avec beaucoup d'inconnus, beaucoup de critères, en fait, qui fait que et la protection des inondations peut aller finalement à l'encontre, comme vous dites, de ces problèmes de stockage. J'ai pas dit qu'elle peut aller à l'encontre. Je dis que les deux sont pas. Enfin, du moins, le raisonnement de base qui est dit, on a des bassins énormes sous les immeubles qui sont imposés par le GEMAPI, dit pourquoi on les remplit pas. Oui, ça paraît la base du raisonnement. Mais ils sont utiles s'ils sont vides. Et oui, s'ils sont remplis, ils ne servent plus à grand-chose, quoi. On a compris. Bon, très bien. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes ouvrages. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut penser les choses différemment. Le raisonnement de base, sans surcoût, c'est de dire on les mutualise. Hein, mais sauf que la mutualisation n'est pas évidente du tout. Hein, si on pouvait dire il y a quelques mois de l'année où il pleut le fort et puis d'autres mois où il ne pleut pas, et que ce soit bien cadré, etc., ça serait facile à raisonner. Je pense que c'est malheureusement pas si évident que ça. Et avec le dérèglement climatique, on va de plus en plus dans des phénomènes qui sont non maîtrisés, tant sur le calendrier que sur leur intensité, quoi. Avant de passer à la question suivante, peut-être Nicolas, tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste là-dessus, c'est l'exemple même des approches non concertées, et c'est pas de la faute, c'est qu'il y a eu des problèmes d'inondation depuis quelques années, et donc il y a des obligations, et donc on a construit ces bassins dans le seul but décréter les débits et sans autre raison. Et donc vouloir leur donner une deuxième fonction, ça devient très compliqué, hein, quand on achète une voiture pour faire des courses au magasin, on n'achète pas une voiture pour faire un rallye. Et on s'aperçoit vite que si on veut faire les deux, on va être embêté dans les deux cas. N'empêche qu'on peut continuer à réfléchir, on n'est pas obligé de stocker, on peut travailler sur de l'infiltration. Ces bassins, ils ont aussi des capacités de faire de l'infiltration, de stocker de la nappe. Et on voit des exemples qui se font là aussi à l'étranger. Ça veut dire que ce qui est fait, c'est des investissements qui sont faits pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. N'empêche qu'on peut continuer à réfléchir sur ce modèle de gestion du pluvial, comment on travaille aussi sur les problématiques d'infiltration. Je crois qu'à Lyon, il y a des choses très intéressantes. À Lyon et à Paris, c'est deux métropoles qui ont cartographié leur territoire pour s'imposer des premiers millimètres de pluie à infiltrer à chaque pluie. C'est-à-dire, suivant les territoires, ça va être tous les 15 premiers millimètres doivent être infiltrés, tous les 25 premiers millimètres doivent être infiltrés. Donc pour déjà, sur ces pluies, on va dire, pas forcément extrêmes, mais plus récurrentes, il y ait systématiquement de l'infiltration et donc pas du stockage. C'est-à-dire que pour ça, il faut que les bassins de stockage, s'il y en a, ils ne soient pas étanchés, si on veut infiltrer, évidemment. On va prendre une des questions encore avant de passer à la question suivante. Hervé. Merci Mathieu. Oui, peut-être une remarque. On a beaucoup parlé de stockage superficiel. En fait, on l'a vu. Donc l'exemple de l'Ire-Jourdain est vraiment très intéressant parce que là, on est sur un stockage mais courant, on va dire, puisqu'on va vers la rivière pour recharger et pour avoir en fait la disponibilité pour l'eau potable. En fait, aujourd'hui, dans le monde, on parle beaucoup de réinjection d'eau usée dans les nappes, en fait. Donc d'aller jusqu'à, utiliser les stockages souterrains pour, pendant les périodes, on va dire, de pluie excédentaire, stocker cette eau qui aujourd'hui est lixiviée parce qu'on a de plus en plus de surfaces imperméabilisées, donc la stocker en souterrain pour pouvoir la réutiliser plus tard. Là, dans un cas où on a un stockage, on va dire, superficiel qui est contraint parce que on souhaite avoir la capacité à absorber des pluies, on va dire, torrentielles, ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est de se dire finalement, moi je vide le stockage ou je le réinfiltre, soit à partir des eaux de pluie, soit je recharge la nappe à partir d'eau usée traitée, bien sûr, c'est-à-dire qu'on va la traiter jusqu'à un domaine un peu poussé. On a vu qu'on faisait de l'osmose inverse tout à l'heure pour recharger en surface, avec de l'évapotranspiration, etc., quand même, qui est une perte d'eau. Donc pourquoi ne pas utiliser les stockages souterrains ? Il faut savoir qu'en Espagne, il y a un gros projet qui a démarré il n'y a pas très longtemps sur du stockage souterrain d'eau usée. Et je pense que ça, c'est une solution qui est quand même une solution intéressante. Donc je ne sais pas si vous avez été abordé sur vos territoires sur ce sujet-là, mais il me semble que ça, c'est quelque chose qu'on devrait aborder et sur lequel on devrait faire sauter un verrou. Pas de réponse. Sur le stockage d'eau, mais retraité, c'est ça ? Oui, traité. Oui. Oui. Traité. Non, effectivement, c'est pas un sujet. Alors, en général, que c'est parce qu'on a la chance inouïe d'avoir
un stockage d'eau naturel. Nous, en fait, on a un énorme massif karstique qui nous alimente, qui a une capacité d'au moins 70 millions de mètres cubes. Et voilà, notre souci est plutôt de le préserver. Heureusement, il est finalement anthropisé, mais pas trop. Et du coup, on n'aura pas non plus cette possibilité, alors, sauf à tirer du tuyau, d'aller le réalimenter, effectivement. Bon, sachant qu'en plus, il n'a pas de capacité épuratrice, il faudrait là aussi faire des traitements poussés comme nos collègues de Vendée, je pense. Deuxième question. En fait, mon motif de cette question, c'est beaucoup plus pour benchmarker par rapport à ce qui se passe en France, parce que nous avons au Maroc un problème dans certaines zones sur le partage des responsabilités entre les agences de bassin hydraulique à l'amont et les collectivités territoriales en matière de gestion d'eau pluviale. Je m'explique. Il y a bien sûr l'eau qui tombe dans le périmètre urbain. C'est la commune ou la collectivité territoriale qui en est responsable, d'après notre loi organique, en tout cas au Maroc. Mais ce qui vient du bassin limitrophe, c'est l'agence du bassin hydraulique. Ça veut dire que c'est cette agence qui doit mettre en place des bassins de rétention différents. Il y a plusieurs techniques pour qu'ils n'inondent pas la ville avec de l'eau urbaine, avec de l'eau, en plus de l'eau qui tombe dans le périmètre urbain. Donc, je ne sais pas comment ça s'opère ici par rapport à l'agence de l'eau, en relation avec les collectivités locales, territoriales, etc. Merci. Oui. non, je pense que, pour répondre à votre question, en fait, oui, il y a effectivement... la grande loi qui a un peu réformé le sujet que vous évoquez, c'est finalement la GEMAPI. C'est la mise en place de la GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, qui a, après moult débats parlementaires, du coup, remis cette compétence, notamment, puisque c'est celle qui nous intéresse, là, de protection contre les inondations, au bloc communal. C'est-à-dire à la commune avec transfert automatique à l'EPCI. Pourquoi? Pour des raisons. Alors, il y avait plusieurs débats à l'époque, et même encore, c'est pas fini. Le débat ressurgit de savoir c'est pas plutôt donc l'autre choix et l'autre organe qui opère sur ces questions d'inondation à l'échelle du bassin versant, et c'est donc le syndicat de bassin, ou en général labellisé EPTB, établissement public territorial de bassin, et c'est lui qui va porter on va dire la vision globale d'aménagement, de protection contre les inondations, et notamment on va mettre en œuvre les PAPI, programmes d'aménagement de protection contre les inondations, qui sont labellisés au ministère et qui reçoivent les subventions permettant de les réaliser, puisque c'est généralement très, très coûteux. Mais c'est le bloc communal, effectivement, qui, lui, par contre, lève la taxe pour permettre le financement du reste du projet, du reste à charge après subvention. Donc il y a cette articulation entre le PCI qui va effectivement plutôt à la fois lever la taxe et puis s'occuper de tout ce qui est ruissellement urbain. Alors même si là aussi les choses vont bouger, parce qu'il y a la génération ce qu'on appelle les PAPI 3, qui va beaucoup plus prendre en compte le ruissellement urbain et cet aspect-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je vais peut-être complexifier. Mais Non, merci. On va peut-être enchaîner avec la question suivante. On va donc glisser du pluvial vers la réutilisation, puisqu'il en manque en été de l'eau pluviale. La question finalement, c'est quels sont les moteurs qui vous poussent aujourd'hui à envisager des projets de réutilisation des eaux, et en particulier des eaux usées. On commence avec Nice. Oui, alors tu pourras me compléter aussi, Olivier. Mais alors nous, les moteurs, il y en a plusieurs. Il y en a un fondamental qui est aujourd'hui, que ce soit eau usée ou eau potable, c'est-à-dire eau brute, ou même eau potable. Notre ambition, c'est de valoriser tout le potentiel qu'elle représente. C'est-à-dire que les eaux usées, pour nous, effectivement, donc j'ai bien aimé votre discours, madame, aussi, puisque votre approche des eaux usées, on l'a entendu aussi plusieurs fois pendant ce colloque. Aujourd'hui, pour nous, concernant les eaux usées, je parle, c'est plus, la notion de traitement des eaux usées est devenue obsolète. C'est has-been, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, c'est de valoriser le potentiel énergétique, le potentiel matière,
et le potentiel thermique, enfin matière chimique, et le potentiel thermique des eaux usées. Comme pareil pour les eaux, l'eau potable, l'eau brute. C'est-à-dire, bon là, il y a moins de chimique dedans, mais il y a du cinétique, et il y a potentiellement parfois du thermique qu'on peut valoriser aussi. Donc le reuse s'inscrit parfaitement là-dedans. C'est-à-dire que alors le reuse, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, on a des projets ultra ambitieux sur la valorisation thermique contenue dans nos eaux usées traitées, notamment les eaux. Il y a un projet qui est en cours d'ailleurs, le projet avec la métropole et Dalkia pour alimenter tout un quartier d'affaires. Donc c'est un projet très important. Et puis évidemment, on a cette dimension valorisation matière des eaux usées, c'est-à-dire la partie reuse qu'on a évoquée pendant 2 jours. Et celui-là, il est fondamental. Pourquoi ? Parce que l'autre moteur qu'on a aujourd'hui, c'est que la métropole Nice-Côte d'Azur a été confrontée à 2 chocs importants. Le premier, c'est il y a trop d'eau en 2020, inondation, et 2 ans après, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que donc ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on le voit clairement que le sens de l'histoire va vers une problématique sur la gestion de ressources qui est vraiment préoccupante. À l'heure où je vous parle, d'ailleurs, c'est pas résolu, puisque aujourd'hui, il pleut toujours pas, enfin pas assez. Quand il pleut, ça ruisselle, ça recharge pas les nappes. Et aujourd'hui, clairement, on voit nos nappes qui baissent à vue d'œil. Quand je dis à vue d'œil, c'est le cas. Enfin, c'est hyper préoccupant, et c'est d'autant plus préoccupant que, ça nous choque d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an ou 2, tout le monde s'accordait à dire que le stress hydrique dans le sud-est, en tout cas à Nice, à la métropole, c'était pas un sujet. On avait un stockage, c'était une nappe qui était hyper puissante, on est tranquille pendant des générations. Et là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on n'y croit même pas. C'est-à-dire qu'on voit les courbes qui descendent, qui s'affolent, qui se tirent vers le bas, on se dit, effectivement, on est en train de vivre un moment de notre histoire hydrique qui nous marque profondément. Et on l'a déjà vécu en 2020 avec la tempête Alex qui nous a mis à genoux. Et là, de nouveau, on n'est pas à genoux, on arrive à assurer, mais on est hyper inquiet par ce qu'il est en train de se passer. Donc, aujourd'hui, notre objectif, dans le cadre de notre stratégie de transition écologique qu'on est en train de construire, on se dit que minimiser nos empreintes, qu'elles soient énergétiques, eau, matière, matériaux, gaz à effet de serre, enfin carbone, c'est fondamental. Et dans la réduction de l'empreinte eau, pour nous, il y a un triptyque fondamental. Je vais d'ailleurs paraphraser Nicolas, Nicolas, parce que effectivement, j'aime bien le troisième terme. Le triptyque, c'est la sobriété, consommer moins, l'efficacité, consommer mieux, puisqu'on perd de l'eau à certains endroits, même au niveau de nos usines de production, qu'il faut qu'on revalorise potentiellement. Et le dernier, moi j'aime beaucoup l'expression de Nicolas qui dit que c'est la complémentarité d'usage. Et dans la complémentarité d'usage, on retrouve le pluvial, les eaux grises et évidemment le reuse. C'est-à-dire que le reuse, aujourd'hui, avec la configuration de notre territoire, on a la chance à Nice d'avoir un double réseau. C'est-à-dire on a 2600 km de réseau sur le territoire métropolitain de réseau d'eau potable, et on a 300 km à Nice, particulièrement de réseau d'eau brute, qui alimente le nettoyage des voiries, l'arrosage des espaces verts, le parc Phénix, la station d'épuration d'Haliotis, l'incinérateur. C'est quasiment 5 millions de mètres cubes par an qu'on prélève dans la ressource. Donc 5 millions, ça fait quasiment 12%. De ce qu'on prélève dans la ressource. Non, ça plus que ça plus que ça, puisqu'on prélève quasiment 80 millions de mètres cubes, et il y en a 5 qui sont dédiés à l'eau brute. Donc ça veut dire que concrètement, si demain on venait à substituer cette alimentation d'eau brute, donc ce prélèvement dans la ressource pour alimenter l'eau brute par du reuse, on passerait à peu près à 7%. Là où la moyenne nationale est inférieure à 1, on l'a vu encore aujourd'hui. Donc c'est un potentiel significatif. Donc ça veut dire que, et ça veut dire que voilà, ce potentiel est là, et en tout cas ça va nous aider dans ce fameux triptyque sobriété, efficacité, complémentarité d'usage. On pense que le reuse est un vrai potentiel pour minimiser notre empreinte eau, qui aujourd'hui devient fondamental dans le sens de l'histoire et dans le changement climatique auquel on est tous confrontés. J'ajouterais en particulier, parce que vous êtes en zone côtière, donc vous n'avez pas peut-être de débit d'étiage à maintenir, c'est ça ? Si. Alors, du rejet ? Si, malheureusement, si. Alors, l'autre configuration qui est intéressante aussi, il y a ces 2 sujets-là, je vais revenir dessus, mais c'est vrai que sur les 48 millions de mètres cubes par an d'eau usée, traitée, que l'on produit, il y en a qu'1 million qui retrouvent les cours d'eau. Les 47 autres millions vont directement en mer par des émissaires. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça facilite la dimension reuse. Mais par contre, oui, on est confronté au débit d'étiage. Même au-delà de ça, on prélève quand même dans notre principal 50% de ce qu'on prélève dans le milieu naturel,
ça vient de l'eau superficielle de la Vésubie, qui est un fleuve qui traverse, donc qui part des montagnes et qui est prélevé à travers un canal qui fait plus de 30 km de long et qui alimente une usine, l'usine phare de Nice. Et donc ça représente plus de 50% du prélèvement. Et effectivement, on nous impose 500 litres seconde une partie de l'année. Et là, depuis le 15 octobre, ce 500 litres seconde est passé à 1067. Donc ça veut dire qu'effectivement, on doit laisser 1067 litres seconde dans la Vésubie. Et bon, ça veut dire que derrière, on compense par le bas. C'est-à-dire qu'on compense par les champs captants, mais ça veut dire qu'on consomme plus d'énergie pour faire remonter l'eau. Parce que là, l'avantage que ça, c'est que c'est de l'eau gravitaire. Et ça, c'est une chance incroyable qu'on a d'avoir de l'eau des montagnes qui arrivent gravitairement jusqu'au robinet. C'est absolument génial en termes d'empreinte énergétique. Mais c'est vrai que du coup, le rejet des steppes impacte moins. Hein. C'est que les steppes du haut pays. Hein. La métropole a une configuration géographique un peu particulière. Hein. On a la bande montagneuse, enfin on a le haut pays, le moyen pays, semi-rural, donc rural, semi-rural, et très urbanisé sur la bande côtière, Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, voilà. Donc et c'est vrai que c'est sur cette bande haut pays, là où on a une multitude de petites stations, on en a 50 au total, et dont une trentaine que dans l'eau pays, pour les 20 communes. Et c'est ces petites steppes-là qui rejettent effectivement dans le milieu naturel, et notamment dans les cours d'eau. Donc là, il y a un sujet. Mais ça représente 1 million sur les 48. 47 autres, ils vont directement en mer Méditerranée. La qualité c'est-à-dire en termes de concentration Est-ce que vous êtes soumis aux mêmes normes de rejet? Oui, bien sûr, absolument. Juste être en zone sensible. Ah non, c'est des stations. Alors là, on a les grosses steppes qui rejettent dans la mer Méditerranée, c'est des steppes. Alors Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent, c'est des steppes c'est du traitement membranaire. Donc avec des niveaux de rejet qui sont excellents. À Lyotis, il n'y a pas de membranaire, c'est du traitement biologique classique, boue activé, sans traitement tertiaire, mais avec un fonctionnement qui permet effectivement de tenir les normes en... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de tertiaire. Secondaire. Membranaire, c'est sur Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, donc deux grosses steppes. Et à Lyotis qui traite quasiment 100 000 m3 jour, elle traite 40 millions de mètres cubes par an. C'est du secondaire uniquement. Il n'y a pas de tertiaire. Toujours sur ces moteurs à Montpellier. Territoire différent, approche différente et motivation différente. Oui, je pense que nous, le territoire, pour ceux qui le connaissent pas, c'est peut-être une différence aussi avec Nice, il est irrigué par une autre grande compagnie d'aménagement qui est le Baron de Languedoc. Donc une partie du territoire, une bonne partie, est couverte par des réseaux d'irrigation. Donc ça répond à une partie des problématiques, notamment pour tout ce qui est usage agricole. Mais pas que, c'est-à-dire il y a une partie du territoire où soit les réseaux sont insuffisants, soit ils ne sont pas couverts par du BRL pour des raisons historiques, et donc en corrélation avec la politique agricole et alimentaire de la métropole, on s'est intéressé au sujet de la REIUT vis-à-vis des usages agricoles, de l'irrigation agricole. On achève actuellement le schéma directeur d'eau brute et on a étudié la possibilité effectivement de REIUT pour des usages agricoles. Notamment, non pas sur notre station vedette, on va dire, au bord de mer, mais sur les stations qui sont justement dans ces zones déshéritées par les réseaux d'irrigation. Malheureusement, on s'est un peu heurté. Alors, le schéma n'est pas fini, et puis pour des petits débits, il y aura peut-être des possibilités, mais globalement, on se heurte à la problématique de maintenir les besoins des milieux récepteurs. Parce que ce sont les débits de nos steppes qui font le débit d'étiage de ces petits cours d'eau méditerranéens. Donc les possibilités de REIUT agricole sont, je pense, assez limitées dans ces secteurs-là. Et elles sont pour de la substitution ou pour du maintien de... Alors non, c'est pas de la substitution, ça serait des nouveaux usages, c'est de l'irrigation. La plupart des demandes qu'on a, c'est de l'irrigation de vignes, alors qu'actuellement la vigne n'est pas irriguée. C'est pour le maintien de l'économie de la viticulture, quoi. Oui, absolument. Pas pour des rendements, c'est pour. Le discours est souvent pour maintenir la qualité et un rendement minimal, mais on a beaucoup de demandes. Alors même si ça évolue, on avait fait une enquête à travers un projet, le projet Sopolo, là, qui était porté par l'IRSTEA à l'époque, l'INRAE, en 2017.
On avait fait une enquête auprès des viticulteurs un peu plus poussée avec les étudiants du master. Et, alors ils étaient demandeurs de l'eau, mais quand on leur disait ça sera avec de l'eau usée retraitée, le pourcentage chutait, mais on passait c'est vraiment impressionnant. Hein. Et si on leur demandait après si vous êtes d'accord pour payer l'eau usée, là c'était limite franche rigolade, c'est limite s'il fallait pas les payer pour amener l'eau usée. Et ça, c'est intéressant parce que c'est 2017-2018, et je suis sûr qu'on referait les enquêtes maintenant, mais les choses ont complètement, on en discutait là aux pauses repas, mais complètement changé en 3-4 ans. Que ce soit avec les agriculteurs ou d'autres utilisateurs, hein, je pense pompiers ou lavage de voirie, il y a un paradigme qui a complètement pivoté. C'est vrai qu'on se demande si on ne surestime pas un peu la problématique de l'acceptabilité sociale, effectivement. Eh ben, franchement, toutes les études qu'on a fait, parce qu'on en a fait d'autres aussi sur les consommateurs, dans cette étude-là, il y avait quand même un certain nombre de réticences. Mais c'est des données qui datent d'il y a 4 ans, 3-4 ans, et je pense que ça a énormément évolué. C'est impressionnant. Une question dans la salle. Eh ben non, je me disais que si. Nassim Ait Mouhab d'Inraye, Montpellier. C'était par rapport à la station de Montpellier-Maillera. Donc il y a le projet de rénovation, et donc le marché est passé. Et je voulais savoir si vous pouvez divulguer quel est le projet de réutilisation. Je peux divulguer. Non, le marché a été signé début septembre, je crois. Donc voilà, c'est pas moi qui le suis, mais il n'y a pas de secret. Donc Maillera, effectivement, qui rejette en mer, donc qui est une des plus grosses stations du pourtour méditerranéen, ça sera modernisé et porté à 695 000 équivalents habitants. Voilà, donc sur une file de traitement qui doit faire entre 3 et 4 mètres cubes par seconde, 4 mètres cubes par seconde sur les traitements primaires, et ensuite nous on est en biofiltration à 3 mètres cubes par seconde, et il y aura un traitement tertiaire. Et par derrière le traitement tertiaire, on sera en situation de développer plusieurs process. Il y a pour l'instant 100 mètres cubes par heure qui sont prévus pour le recyclage des eaux à usage industriel interne. Il y a 150 mètres cubes par heure qui sont prévus pour des usages donc, à développer, l'arrosage des espaces verts intérieurs. On pense bien sûr à l'hydrocurage, mais il peut y avoir aussi des possibilités d'irrigation agricole si on trouve les demandes. Il y a dans le cadre de la chaire, donc eau, agriculture et changement climatique, il y a une étude, un stage, un stagiaire qui va faire une étude de potentialité justement de réutilisation des eaux usées traitées de Maillera à des fins agricoles. Le stage devrait commencer au mois de février. Et puis à côté de ça, il y a lavage de voirie aussi, mais toujours sur ces mêmes 150 mètres cubes heure qui auront la qualité adéquate. Et il y aura une troisième qualité d'eau qui sera produite, mais alors là, à tout petit volume, ça sera un pilote qui fera aussi de l'eau à destination de production agricole, mais sur des toutes petites surfaces à l'intérieur de la station d'épuration, mais auquel on ajoutera un pilote de traitement des micropolluants. Voilà, pour tester aussi l'abattement des micropolluants. Voilà à peu près de ce que je sais. Sinon, elle permettra aussi, comme à Nice, de produire de l'énergie, soit sous forme électrique, mais pour les besoins internes. Et puis, alors actuellement, elle fait de la cogénération, et ça, on va l'abandonner progressivement, et on va passer à la chaleur avec la méthanisation qui va être renforcée. Je crois qu'on sera en situation de pouvoir chauffer un bon millier de logements. Passer à la question qu'on avait prévue suivante, mais sur laquelle il y a déjà des éléments qui ont été apportés. Peut-être qu'on pourrait vous poser la question, peut-être surtout sur la planification. Comment vous identifiez en fait vos projets de reuse? Est-ce que c'est planifié parce que là, on avait l'impression, notamment sur l'exemple dont vous parliez, qu'il y avait quand même une recherche encore d'usage. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une opportunité de refaire une station et d'aller jusqu'à un certain niveau de qualité, et après de dire maintenant on va rechercher quels sont les usages possibles. Donc
voilà, questionner autour de cette planification de la reuse. Est-ce que c'est vraiment planifié en amont? Ça va faire écho un peu à la question de l'analyse du métabolisme urbain aussi, que vous commenciez à présenter au début, enfin à discuter au début. Donc c'est voir vraiment ce qu'il y a derrière et comment ces choses-là peuvent être planifiées en amont, ou quelles sont les difficultés que vous avez justement à planifier, et qu'on est peut-être des fois un peu trop dans de l'opportunisme, mais peut-être pas suffisamment de la planification. Nice peut-être pour alterner. Oui, alors déjà je voudrais rajouter un point par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est quand même important, je pense, de l'avoir en raisonnement, sur et ça joue aussi dans la planification sur la vision à long terme, hein. Alors c'est vrai qu'à Nice, on a une chance pas possible. En fait, on est un territoire à la fois de bord de mer, mais aussi un territoire de montagne, hein. On monte à plus de 3000 mètres, hein. Et en particulier, ce que disait Arnaud tout à l'heure, si jusqu'à maintenant on n'a jamais eu de problème d'eau, jusqu'à il y a un an, quoi, finalement, on n'a quasiment jamais eu de problème d'eau, c'est parce qu'on bénéficie en fait de l'eau de la montagne, hein. Les neiges en fait hivernales en fait fondent jusqu'en juillet-août, et puis permettent en fait d'avoir justement des débits de rivière en fait qui permettent en particulier d'alimenter un certain nombre de sources, dont la plus grosse, enfin c'est plus une source, c'est la Vésubie elle-même, qui permet d'alimenter 80% de l'eau sur Nice. Le problème, c'est qu'on voit qu'avec le réchauffement climatique, quand on a 1,5 degré, en fait, les simulations du GIEC montrent que quand on a 1,5 degré en fait en moyenne sur les zones de montagne, c'est plutôt 3,5 quoi. Donc l'année qu'on vient de passer, qui était une année particulièrement sèche, a aussi été une année particulièrement sans neige. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à Nice, et j'avoue que j'ai jamais vu si peu de neige, il n'y en a quasiment pas eu, hein. Et donc le résultat, ça a été justement, on va dire, d'avoir des niveaux d'étiage en fait sur les rivières, qui nous permettent en fait d'utiliser l'eau en fait en bord de mer, pour lequel le problème en fait s'est posé dès avril-mai, quoi, hein, alors qu'encore une fois, d'habitude, on a des débits d'eau qui sont considérables à cette saison. Donc ça, c'est clairement un élément de planification essentiel, parce que malheureusement on y va tout droit, quoi, hein, et on y va tout droit, et c'est pas un épiphénomène en fait cette année, c'est un épiphénomène qui va revenir de façon malheureusement régulière. Donc dans le cadre en fait en particulier des projets, et là aussi Arnaud l'a dit à l'instant, on a une chance, on va dire, sur Nice, ou une particularité, c'est qu'il y a deux réseaux, hein, il y a le réseau d'eau potable en fait et le réseau d'eau brute, et donc c'est vrai que là il y a une opportunité en fait de pouvoir justement réutiliser en fait ce réseau d'eau brute pour pouvoir réinjecter, on va dire, de l'eau usée traitée. Alors c'est un objectif en fait très ambitieux, on a parfaitement conscience, et en particulier ces 2 journées de discussion l'ont particulièrement montré, mais enfin bon, c'est l'objectif qu'on se fixe, hein, et la capacité en fait qu'on s'est fixée, j'irai déjà en fait à terme en capacité en fait de production sur la future station, et puis l'objectif, du moins pour y arriver, hein, d'un point de vue stratégie, ça va être de réussir à faire valider en fait les différents usages, parce que forcément ce réseau d'eau brute il est multi-usage, hein, il sert au nettoyage des voiries, il sert à l'arrosage des espaces verts, il sert à certaines fontaines publiques, ça sera certainement très compliqué, mais enfin bon, hein, entre guillemets, il a un panel d'usages. L'objectif, c'est de réussir à déminer en fait les différents sujets, hein, de réussir à trouver en fait le moyen de les faire approuver, de les faire accepter, hein. Et pour ça, en fait, s'y prendre dès maintenant, en fait, avec un pilote qui va permettre de point par point, mais avec des débits beaucoup plus faibles, en fait, d'être capable de les identifier, pour qu'à terme, quand on a la station en fait qui va être capable de produire en fait ces quantités d'eau, on arrive en fait, encore une fois comme objectif final, à réinjecter dans le réseau. Avec en fait une capacité d'injection qui sera beaucoup plus importante. Alors, en toute honnêteté, les sujets comme de réinjecter dans la nappe, en fait, on l'a aussi envisagé. On se les a donnés, on va dire, comme des sujets d'après, quoi, hein, parce que c'est vrai que si on arrive à utiliser de l'eau directement, c'est quand même mieux que de le réinjecter dans la nappe. On a parlé tout à l'heure, en fait, parce que pour nous, c'est plutôt une lutte contre le biseau salin, hein, j'irais, puisque avec les forages qui sont en particulier plus proches en fait, de la mer. Mais ça, par exemple, on a des actions inverses, quoi. On a évoqué tout à l'heure aussi le sujet du réseau thermique en fait, sur
là aussi sur la grosse installation de Nice, où il y a un projet quand même d'ampleur, on sait qui est prévu là et qui pour le coup dont les travaux ont déjà démarré. L'ordre de grandeur, c'est 19 gigawattheures annuels, donc c'est déjà un projet un peu significatif, quoi. Et ce projet, au-delà du fait qu'il va permettre de faire des économies d'énergie, avec une boucle d'eau tempérée, et donc de fait un COP sur la consommation de chaud et de froid, été comme hiver, importante. Il va aussi permettre en fait de transférer des usages, et en particulier aujourd'hui l'aéroport en fait avait une boucle interne en fait avec un pompage sur la nappe, lequel pompage sur la nappe, à la fois on utilise de l'eau qui est de façon pas très vertueuse parce qu'on a un problème de remontée du biseau salin. Ils vont se connecter en fait sur cette boucle tempérée et donc diminuer en fait le risque de remontée du biseau salin et qui aurait sous-entendu une réinjection de nappe pour le contrer, quoi. Donc ces différentes actions en fait dont l'objectif est justement de limiter en fait la pression sur la ressource, quoi. Merci. Arnaud Vestier, peut-être pour Montpellier. Est-ce que dans votre approche que vous avez commencé à développer là sur la reuse urbaine, est-ce que vous avez des éléments, je dirais, des originalités, je dirais, dans le traitement et dans les approches vis-à-vis de l'usage que vous visez? Je pensais tout à l'heure d'ailleurs aux besoins agricoles et au traitement, par exemple, de l'azote. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez aussi à un moment donné, être capable de distribuer une eau, mais peut-être distribuer une eau avec des fertilisants, ou est-ce que vous allez jusqu'au bout du traitement et finalement distribuer une eau la mieux traitée possible? Vous avez parlé de biofiltration, donc est-ce que vous allez nitrifier, dénitrifier sur ces systèmes? Alors, pour l'instant, sur les usages agricoles, si on arrive effectivement à en faire, c'est plutôt d'utiliser les étapes du traitement qui sont déjà en place sur la steppe. Donc pour répondre à la question, sur toutes les stations un petit peu isolées, ce sont les stations qui rejettent dans nos cours d'eau méditerranéens et qui finissent dans nos lagunes. Donc risque d'eutrophisation, donc traitement azote et phosphore sur ces petites entre guillemets stations. Il y a quand même des stations de 30 000 équivalents habitants. Et par contre, donc sur Maïra, évidemment, c'est rejet en mer, donc il n'y a pas d'obligation de traitement d'azote et de phosphore, donc on ne le fait pas. Et du coup, là, on a effectivement un gisement intéressant en termes d'azote et de phosphore pour les besoins agricoles. Encore faut-il trouver ces besoins agricoles et ne pas être... C'est le problème de notre territoire. Il ne faut pas être en concurrence avec BRL, en fait. Avec BRL. Avec BRL. Eh oui, il y a un moment, si sur le même territoire, vous amenez de l'eau brute classique et puis de l'eau usée traitée, l'eau usée traitée va être plus chère, il y a moins de risques, il y a moins de chances d'acceptabilité. Enfin, c'est compliqué. À un moment, on est en concurrence, faut être clair. Donc, c'est pour ça qu'on a ce besoin, effectivement, de développer les usages. Et c'est pour ça aussi que une fois qu'on a commencé un petit peu la réflexion sur les usages agricoles, qui était plus logique pour nous au début, on a réfléchi à d'autres usages, donc aux usages effectivement urbains. C'est ceux qui vont être expérimentés dans le projet Life-Riwa, qui a déjà été présenté, je crois, 2 fois, donc j'y reviens pas, mais c'est les usages urbains classiques. Et pour répondre à la question sur la planification, alors Maïra, c'est un tel projet qu'on était... entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais obligé de mettre un peu de rayout dedans, parce qu'on sent qu'il faut y aller, alors qu'on n'est quand même pas tout à fait prêt à y aller, n'ayant pas trouvé encore complètement les usages qu'on pourrait en faire. Mais le Life-Riwa va nous permettre effectivement, le temps que Maïra se construise, c'est un projet sur 5 ans de la construction de la nouvelle steppe, d'expérimenter, y compris sur le site de Maïra, effectivement, ces usages nouveaux. Lavage de voirie, hydrocurage, voilà, alors avec des pilotes, si vous vous souvenez du projet Life-Riwa qui a été présenté, c'est une unité mobile. Mais effectivement, les installations définitives qui seront en place à Maïra permettront de se passer de cette unité mobile qui pourra aller travailler sur d'autres secteurs. Et voilà, si on a réussi pendant le live à trouver les usages, les traitements définitifs sur Maïra prendront le relais pour assurer ces usages. Donc planification et opportunisme, les deux. D'accord. Anticipation, c'est expérimentation pour pouvoir planifier plus tard. Mais obligé quand même parce qu'il y a le marché à lancer et qu'il ne peut pas attendre complètement les résultats de l'expérimentation.
avant de passer la parole à Nicolas qui lève la main, un petit parallèle à Toulouse, puisqu'en fait à Toulouse on a une station qui nitrifie mais qui ne dénitrifie pas. Et donc la question actuelle est de savoir dans l'eau qui va être réutilisée, notamment pour l'irrigation du Golfe qui a déjà été testée, et puis bientôt peut-être des pelouses du Stade Toulousain. La question est de savoir si on peut effectivement considérer ces apports de fertilisants et faire aussi des économies sur la partie fertilisation. Donc c'est un sujet. Nicolas. Oui, vous avez soulevé un point très important, c'est la valeur de l'eau et la concurrence qui peut être donnée par rapport aux sources. Et moi, je milite aussi pour donner un prix de la ressource. Pour l'instant, on ne paye que les services, on ne paye pas la ressource, et de réfléchir par rapport à ça. Alors, ce n'est pas une idée forcément nouvelle. Les Chinois, qu'on a beaucoup critiqué, notamment sur leur usage de l'eau, ils étaient sur un problème où globalement les industriels, ils payaient à peu près 10 centimes les eaux de surface, ils payaient de 12 cents, c'était $1 12 cents les eaux souterraines, et ils avaient basé leur modèle économique pour dire on va faire aussi, on va leur proposer de l'eau usée traitée, et dans le modèle classique, ils arrivaient à 15 cents pour l'eau usée traitée, donc il est évident que les industriels, ça ne n'intéressait pas de payer ne serait-ce que 1, 2 ou 3 centimes de plus par rapport à l'eau. Et donc immédiatement, ils ont réagi par rapport à ça. Ils ont mis à 15 centimes, 16 centimes les eaux de surface et les eaux souterraines. Ils ont baissé à 12 centimes les eaux usées traitées. Ils financent le traitement des eaux usées traitées par la surtaxe qu'ils ont mise sur la ressource. Donc ils font payer la ressource naturelle. Et du coup, tout le monde se bat pour avoir de l'eau usée traitée. Et la ville de Tianjin, qui est le port, qui est à 150 km au sud de Pékin, et réutilise 100% de ses eaux parce que tout le monde veut récupérer ses eaux, même s'il faut les remonter. Mais ça, c'est de donner un prix, d'intégrer la valeur de la ressource, et notamment sa valeur temporelle, qui n'est pas la même l'hiver et qui n'est pas la même l'été, et notamment quand c'est en concurrence. Et quand on met la valeur de la ressource, on change aussi la vision, en tout cas la vision et comment on peut gérer toutes ces problématiques-là. On avait un prix de l'eau usée inférieur pour essayer toujours de recouvrir au moins tout ce qui est coût de fonctionnement et maintenance. Et à un moment, c'était le ministre de l'Environnement qui a proposé de les mettre à un prix très bas, et ça n'a eu aucun impact. Donc il faut effectivement des mesures incitatives, mais un prix ou alors gratuitement, ce n'est pas ça qui va permettre, il faut faire attention à ça. Donc il faut payer l'eau, il faut que les gens payent, mais des mesures incitatives, c'est important. Peut-être sur les solutions fondées sur la nature et les services écosystémiques. Arnaud Rostand, vous n'avez pas encore développé l'approche métabolisme urbain. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire? Oui, alors... Dans un temps relativement limité. Oui, parce que si vous me lancez, là, vous ne m'arrêtez plus. Non, mais c'est juste dire qu'effectivement, on a eu un vrai coup de foudre pour cette approche, qui est, quand je dis 11, parce qu'effectivement, on le développe avec Anne-Cécile Bernard ici présent, et on l'a amené, on l'a présenté au CODIR, dont Olivier fait partie. Effectivement, tout le monde y a adhéré, parce que c'est une approche intéressante dans le sens où cette vision métabolique, c'est une vision qui s'appuie effectivement sur ce qu'on appelle les métaphores organicistes, c'est-à-dire cette capacité à considérer notre activité, l'assimiler à un être vivant. C'est d'où le métabolisme. C'est-à-dire qu'on a un écosystème. Par définition, un écosystème, c'est notre fonctionnement. Cet écosystème a son propre métabolisme. Le modèle de l'écosystème, pour nous, c'est le modèle le plus vertueux, parce que c'est un modèle qui, dans l'absolu, un écosystème naturel fonctionne en autonomie, avec les flux de matière, d'énergie. Nous, idéalement, on n'y est pas encore, à l'autonomie, mais c'est celle qu'on vise. Et l'avantage du métabolisme, c'est que cette approche métabolique nous permet donc de vraiment cartographier, de prendre cette vision de hauteur, c'est-à-dire de considérer notre on sait, je veux dire, c'est un peu dur, un peu dur. Ça fait un peu peur, mais on sait aujourd'hui qu'on est malade. En fait, on compare ça un peu à une sorte de maladie dans laquelle on est malade. On a besoin de faire une radio, un examen pour savoir où est-ce qu'on est malade et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux. Et c'est vrai que cette vision métabolique, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va faire une photo de notre métabolisme. On est en train de cartographier tous les flux entrants, énergie, matière, matériaux, l'eau notamment, sous toutes ses formes, pluie, ce qui sort aussi, l'évapotranspiration. Donc c'est vraiment... Et on regarde ce qui sort en termes de gaz à effet de serre, ce qui sort en termes d'eau usée, traitée, en termes d'eau brute parfois, puisqu'il peut sortir de l'eau brute de notre métabolisme. Ce qu'on fait rentrer aussi en termes d'eau brute, puisqu'on reçoit de l'eau brute qui vient en dehors de notre territoire, les déchets aussi. On regarde tout ça, et cette photo-là, derrière, ensuite on dit comment on peut améliorer ça. C'est-à-dire comment on peut
transformer ce métabolisme qui est principalement linéaire aujourd'hui. On le voit, hein, on aimerait créer on est accompagné d'une personne là, qui s'appelle Aristide Athanasiadis, qui est une personne qui est connue et reconnue dans le domaine, qui travaille beaucoup sur qui a installé une première vision métabolique sur la région bruxelloise et qui a mis en place la notion d'indice de linéarité, ou de circularité plutôt, excusez-moi. Et donc notre objectif, ça va être de tordre les flux sortants et pour les faire rentrer dans le système. Et du coup de définir notre plan d'économie circulaire. Et c'est vrai que le reuse dedans, c'est une partie fondamentale, intégrante, qu'on doit intégrer dans le système, c'est-à-dire comment faire en sorte finalement que ce flux d'eau sortant, d'eau usée, ne soit pas perdu entre guillemets dans la mer, mais vienne limiter le flux entrant. Et limiter, donc diminuer notre empreinte. Et c'est vrai que donc, notre vision métabolique aujourd'hui, elle est en train d'être construite. On est en train de définir aussi, de construire un tableau de bord. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une photo, mais si c'est pour après la ranger dans une armoire et ne plus la regarder que dans 10 ans, ça n'a pas de sens. Donc on est en train de créer un modèle, un tableau de bord qui va nous permettre de sentir le pouls de ce métabolisme. C'est-à-dire que ce malade, encore, s'il est hospitalisé, il y a effectivement le petit écran avec le petit battement de cœur. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que sur certains flux, notamment eau, énergie, qui sont plus simples à monitorer en continu parce qu'on a des compteurs, on a des systèmes de remontée en temps réel, on aimerait effectivement donc visualiser en temps réel le fonctionnement de notre métabolisme et de savoir s'il va bien. En tout cas, s'il va mieux. Et si les objectifs qu'on se fixe, ambitieux, en termes de réduction de nos empreintes, quelles qu'elles soient, se manifestent par la visualisation de notre métabolisme et notamment par la diminution des flux entrants. C'est ça qu'on cherche en fait. C'est diminuer l'empreinte à tous les niveaux, en diminuant les flux entrants, sachant que derrière, et ça peut-être c'est une question, mais fondamentalement, ce qui nous préoccupe aussi, c'est qu'il faut qu'on équilibre les choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place des actions qui vont nous permettre de limiter les flux entrants, mais sans dégrader l'empreinte carbone, parce que l'objectif au final aussi, c'est d'être vertueux plus vertueux en tout cas, c'est-à-dire faire de l'économie circulaire. Donc ça, c'est notre objectif. Le métabolisme est là pour nous aider à définir notre plan d'économie circulaire. Mais il ne faut pas que aller chercher cette diminution des empreintes nous fasse dégrader trop notre empreinte carbone au final. Donc il faut un juste milieu et faire en sorte qu'on puisse stratégiquement avancer positivement sur l'ensemble des empreintes qu'on souhaite diminuer. Et c'est vrai que on a eu un vrai coup de foudre pour cette thématique, ces métaphores organiques, c'est ce concept de métabolisme, parce qu'il nous permet de regarder notre territoire, la métropole, enfin en tout cas la régie Côte d'Azur, et on l'espère demain la métropole, parce que la métropole s'intéresse finalement, il nous regarde, la régie, on regarde en disant faites-le, votre métabolisme, là, votre truc là, faites-le, et si c'est intéressant, on le développera à l'échelle de la métropole. Et là, c'est spatialisé comme analyse ? Oui, alors aujourd'hui, elle est spatialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le fait qu'aux bornes de REA. Alors l'avantage de REA, enfin de la régie Côte d'Azur, l'avantage de la régie, c'est qu'elle a la compétence eau et assainissement de l'ensemble de la métropole. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de REA, c'est l'échelle de la métropole, sur l'eau. Par contre, sur l'énergie, on pèse 80 gigas sur 10 000. Donc on est un peu noyé. Sur les déchets, évidemment, pareil. Voilà. Et il y a d'autres dimensions, notamment les flux de nourriture, ces choses-là qui rentrent dans le système qu'on aimerait aussi évaluer. Parce que je finirai là-dessus, ce qui est important de dire, c'est que l'approche métabolique, elle est intéressante aussi si on intègre les impacts indirects. C'est-à-dire que là, on se concentre sur les impacts locaux, c'est-à-dire notre empreinte eau. Typiquement, aujourd'hui, la métropole, c'est 220 litres par jour par habitant, en moyenne, là où la moyenne nationale est plutôt à 150. Donc on n'est pas très très bon, mais on sait l'expliquer. Mais bon, voilà. Donc est-ce qu'on peut réduire en termes de sobriété l'empreinte de notre consommation ? Ça, c'est ce qu'il faudra qu'on voit, si on y arrive. Mais par contre, on sait très bien que l'empreinte eau réelle, c'est-à-dire que l'eau par notre activité, on fait consommer à d'autres entités, enfin, je veux dire, c'est l'empreinte globale, les impacts indirects sont fondamentaux, sont très importants. Et c'est la deuxième étape, c'est d'intégrer les impacts indirects de notre activité, de notre métabolisme. Mais d'abord, faisons les impacts locaux déjà, faisons la photo du local et ensuite on intégrera les impacts indirects. Mais cette approche est effectivement absolument, absolument géniale. Merci. On va peut-être enchaîner avec une des dernières questions. Ouais. Moi que tu voulais parler, je sais pas, la côté séparation, est-ce que c'est des choses que vous avez envisagées ou... Oui, alors effectivement, dans les questions qu'on s'était posées, est-ce que pour vous, les aspects séparation à la source, gestion décentralisée, est-ce que c'est des choses qui commencent à apparaître dans votre réflexion ou est-ce que c'est encore difficile ? Tout à l'heure, on parlait de la question, est-ce que c'est dans les promoteurs que cette réflexion doit avoir lieu ? C'est vrai qu'il y a
Bon, la question suivante va être sur les freins finalement au développement de ces approches. Donc pour vous, ça reste quand même une question qui est plutôt du côté des promoteurs, des aménageurs encore qu'au niveau des... Oui, je crois. Sur la question de la séparation à la source, oui, on a déjà répondu. On a peu de leviers d'action, même si on essaye d'accompagner effectivement... on aimerait le faire un peu plus. On en a discuté aussi à la pause. Voilà, essayer d'accompagner peut-être les porteurs de projets et puis voilà, créer cette émulation qui ferait qu'on multiplierait les projets. À notre connaissance, et c'est tout récent, j'en ai appris un hier et l'autre la semaine dernière, il y aurait deux projets d'immeubles qui feraient effectivement du recyclage d'eau grise. Sur Montpellier, donc je suis très impatient d'essayer de les retrouver et puis de se servir de ces exemples pour progresser. Mais plus, pour l'instant, ça paraît difficile sur l'approche décentralisée. Alors ça, c'est effectivement, on nous a beaucoup reproché, nous, c'était intéressant la présentation de ce matin, on nous a beaucoup reproché effectivement à une époque, et c'est un peu l'irréversibilité de nos choix de l'époque, hein, d'avoir concentré l'essentiel, 80% à peu près de nos effluents sur une seule station d'épuration et d'avoir choisi évidemment, enfin ça s'explique, de rejeter en mer. Évidemment ça... Mais c'était les choix de 2004, effectivement. Alors 20 ans après, ça peut réinterroger. Je ne sais pas si on a fait le bon choix, c'est le choix de l'époque, donc c'est compliqué maintenant effectivement de revenir en arrière. Et pour faire écho à ce que vous avez dit ce matin, une seule fois on s'est réinterrogé, mais je veux dire presque plus pour faire un peu mumuse, c'est qu'on a effectivement un collecteur qui va à notre station d'épuration Maïra, un gros collecteur qui passe dans un cours d'eau. Et on avait identifié, puisqu'on est aussi, alors il faut le dire, en phase d'élaboration du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, et on avait enfin réussi à avoir à peu près toute la cartographie des projets urbains qui allaient se connecter à ce collecteur qui connaît déjà des problèmes effectivement de saturation et de structure, et on a fait un schéma de desserte, et donc on avait demandé aux candidats de faire un brainstorming, et dans ce brainstorming on avait imaginé de faire une solution parmi les autres scénarios de steppe urbaine, pour déconnecter effectivement une partie des effluents, soit actuels, soit futurs, c'est pas le problème, mais pour soulager le collecteur. Et donc voilà, le bureau d'études avait imaginé une steppe de 25 000 ou 50 000 suivant l'implantation géographique, d'équivalent habitant mais pour répondre à une problématique plus de non-intervention sur ce collecteur. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi, par exemple, sur la métropole de Lyon, où ils ont des collecteurs qui saturent et qui débordent en temps de pluie, et sur certains territoires ils se disent voilà, c'est quand même plus pertinent d'aller déconnecter. Voilà, c'était aussi le cas, il y avait une problématique de temps de pluie qui se rajoutait à ça. Le coût d'investissement sur les réseaux. Voilà, alors le problème c'est qu'on était en hypercentre, puisque c'est le collecteur qui rentre dans l'écusson, le centre historique, donc c'est le quartier des facultés, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, donc du foncier, autant dire que voilà, c'est la problématique des steppes, c'est que si vous n'avez pas anticipé du foncier, c'est quasi mort après, quoi. Tout à fait. Mais l'exercice était intellectuellement intéressant à faire. À Nice, puisqu'on se rapproche de Monaco, ce matin il y avait des exemples de réutilisation d'eau grise à Monaco qui étaient présentés par Firmus. Est-ce que ça percole aussi sur Nice ou pas suffisamment? Vous avez le droit de dire non. Non, franchement, alors ça percole, c'est-à-dire que... Est-ce que vous avez connaissance de j'ai laissé peut-être parler de bâtiments peut-être ou d'initiatives? Oui, il y a peut-être plus de connaissances sur Monaco. Mais en tout cas, nous, sur AWA, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, cette compétence-là, elle est pour l'instant pas vraiment chez nous. Mais par contre, moi je suis intimement convaincu que le sens de l'histoire va vers un mixte valorisation des eaux pluviales et des eaux grises. C'est-à-dire en fonction pour faire face à des différentes temporalités. Donc si la question c'est est-ce qu'on est convaincu que c'est une solution, la valorisation des eaux grises, qu'on voit qu'elle pèse quasiment 20%, c'est ça, des consommations, je crois à peu près, c'est ça, 20% des consommations globales d'eau potable, 20%, alors qu'on peut... Si on somme tout ce qui sort des baignoires, des douches ou des machines à laver, ça représente quasiment 40 ou 50% des consommations. On voit bien que le potentiel d'eau grise peut couvrir largement le trou. Donc ça veut dire que oui, c'est
indéniablement, je pense, une voie dans laquelle il faut qu'on s'engage. Et c'est vrai que dans la notion de sobriété, c'est-à-dire consommer moins, je pense que c'est un axe fondamental. Je veux dire, consommer moins, ça passe par effectivement, je pense, cette valorisation au pluvial au gris, ou alors c'est plutôt dans la complémentarité des usages, on va dire le troisième axe du triptyque. La sobriété, c'est autre chose, c'est de la sensibilisation. Il faut qu'on voit comment on y travaille. Et l'efficacité, l'efficacité, on en reparlera peut-être un autre jour dans un autre contexte. Comment réduire nos pertes, comment être plus efficace et moins perdre d'eau au niveau des usines d'eau potable. Parce que c'est plusieurs millions de mètres cubes qui repartent dans le milieu naturel et on peut essayer d'en faire quelque chose par an, je parle. Mais voilà, il y a un sujet. Mais effectivement, je pense que les eaux grises, dans le terme complémentarité, c'est fondamental. Mais on n'a pas encore trop la main là-dessus, mais on espère l'avoir bientôt. Sur Monaco, après, maintenant, allez voir ce qui se fait à Monaco. C'est vrai que pour le coup, on n'est pas loin. Et on en parlait tout à l'heure, on va y aller. Oui, vous voulez compléter ? Oui, non, mais je pense que effectivement, ces sujets en fait de bâtiments pilotes ou de bâtiments en fait qui soient avec des séparations au risque, c'est une très très bonne chose et il faut y aller. Après, c'est toujours pareil. Je pense que la projection pour le coup est du moyen, voire du long terme. C'est-à-dire que ça, enfin, à mon sens, là, quelque part, on sort de nos compétences ou du moins de notre champ d'application. Mais quand on regarde, c'était l'exemple qui était donné à l'instant sur Montpellier, c'est 1 ou 2 projets. Bon, sur Monaco, effectivement, il y a 1 ou 2 projets à l'échéance de 2024. Donc ça veut dire qu'avant que ça représente une part significative, on va dire, du parc immobilier total, quand on voit la difficulté qu'on peut avoir déjà à faire évoluer, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments ou la production de chaleur, on est vraiment sur des temps longs, quoi. Donc il faut, évidemment, il faut pousser, évidemment, il faut y aller. De là à dire que c'est là qu'on va régler le problème, vous voyez ce que je veux dire, même quand avant que c'est un pourcentage en fait significatif sur le volant global, il faut pas trop compter là-dessus, quoi. C'est mon sentiment à dire. Et encore une fois, il faut pousser. Certainement que la seule façon, on va dire que c'est une véritable impact, il faudrait qu'il y ait un aspect réglementaire en fait qui l'impose. Parce qu'encore une fois, la simple bonne volonté, comme on disait tout à l'heure, avec des engagements, on va dire, d'éco-conception, bon, très bien, mais ça ne représente qu'une toute petite partie, on va dire, des projets. C'est les projets phares, c'est les projets qui sont finalement mis en exergue. Mais quand on divise par le nombre d'habitations, c'est complètement ridicule, quoi. Bon, donc ça c'est un premier point. Après, il y a un deuxième point, en fait, vous avez posé aussi le sujet de la concentration. Ça, c'est effectivement un vaste débat sur lequel il y a les deux approches, en fait, qui sont toujours en fait mis en opposition et qui ont des avantages et des inconvénients. Alors à Nice, on est aussi plutôt comme à Montpellier, en fait, avec aller vers la concentration. Ça a été en fait vrai depuis un certain nombre d'années, et puis on continue à aller dans cette voie-là. Il y a toujours, encore une fois, l'avantage et l'inconvénient. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même un avantage. Alors, il y a le foncier, évidemment, qui est un problème de fond à Montpellier, encore plus à Nice. Il y a quand même des économies d'échelle évidentes en termes d'exploitation, qui semblent très évidents. Plus on va vers des installations en fait qui sont vertueuses, qui ont des bilans énergétiques en fait favorables, qui ont de la méthanisation, etc. Plus quand même en fait on a tendance c'est plus facile en fait de les mettre en place en fait sur des volumes importants. Encore une fois, je regarde notre cas de figure. Maera doit être exactement de la même façon, mais nous à Liotis, en fait, effectivement l'objectif qui est fixé à terme en fait de bilan énergétique global, toutes les solutions qui sont développées ne peuvent être que sur des très grosses installations, sur des petites. De fait, en fait, on voit bien, on a aussi des petites installations en fait qui sont réputées vertueuses. Quand on regarde en fait les chiffres en bas à droite, la réalité, c'est qu'on a un vrai bilan qui n'est pas bon du tout, même si à la base, en fait, les solutions initialement escomptées, elles étaient censées être bonnes. C'est parce que l'installation se retrouve souvent surdimensionnée en fait, par rapport au pic en fait, qu'elle a besoin de prendre en compte. Et puis la réalité, c'est qu'elle fonctionne en temps commun en fait, avec 40 ou 50% de sa capacité. Et résultat, en fait, le bilan énergétique réel, il n'est pas du tout celui qui est sur le papier, quoi. Avec une grosse installation, il y a un effet de moyenne qui est beaucoup plus important et on peut espérer en fait qu'il soit beaucoup plus favorable, quoi. Et puis après, il y a des points assez basiques, on va dire, et puis les exemples de tous les jours nous le rappellent. Bon,
À Nice, comme partout, on est censé être séparatif sur une grande partie, unitaire sur une autre partie, sur toute la vieille ville. Donc de fait, avec les événements pluvieux très forts, à chaque fois on y est impacté. Mais ces événements pluvieux, en plus, au-delà du fait qu'ils soient très forts, ils ne sont pas du tout répartis. Hein, ne serait-ce que sur le territoire de la station. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Hein, on a eu un événement qui est super symptomatique. Hein, il y a une dizaine de jours, en fait, on a eu sur Nice en fait, un événement pluvieux qui était un record depuis 7 ans, hein, géré avec 105 mm en 3 heures. Mais ce 105, donc c'est pas énorme, hein, mais ce 105 mm en 3 heures, il a eu lieu en fait sur un secteur de 1,5 km. Hein, peut-être même pas, hein, je pense à peine. C'est-à-dire à 5 km, on a eu 30 mm et à 7 ou 8 km, il y a eu 2 ou 3 mm. Hein. Donc vraiment ponctuel, hein, 105 mm en 3 heures sur une zone super ponctuelle. Dans ce cas-là, en fait, la station, en l'occurrence, alors évidemment les réseaux dans la zone, ils souffrent, hein, mais ce que je veux dire, par contre, on utilise les bassins d'orage qui, eux, sont dimensionnés pour la totalité du bassin versant, les 19 communes. Donc finalement, eux se retrouvent à être pas saturés, quoi, hein, ou du moins, il faut déjà attendre un certain temps. Si vous aviez que des petites installations, forcément, elle est saturée de suite, quoi, hein, et souvent, en fait, lorsqu'on a en fait, ces événements intenses, à chaque fois, en fait, malheureusement, la tempête Alex, on est sur un sujet disjoint, hein, mais la tempête Alex, elle a eu lieu dans 2 vallées. Hein, c'est super. La zone, en fait, était extrêmement localisée, quoi, hein, et malheureusement, en fait, tous les événements qu'on connaît, en fait, on a l'impression qu'à la fois l'intensité, en fait, devient complètement irrégulière, mais aussi la localisation. Hein, on n'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout des pluies homogènes, c'est pas du tout des phénomènes homogènes, quoi, hein. Donc en cela, la centralisation n'est pas forcément une mauvaise réponse, parce que au sens où on a une capacité en fait globale qui n'oblige pas à surdimensionner chacun des sous-éléments, quoi, hein. Juste sur Monaco. Tu sais les travaux qu'on a fait là-bas sur les problématiques environnementales. Et je pense que pour vous, c'est quelque chose de très important. Monaco, c'est petit, c'est dynamique, mais c'est complètement dans votre écosystème. C'est une branche de votre métabolisme, même si ce n'est pas rattaché à la métropole. Et c'est très dynamique à la fois dans le côté négatif, hein, de tout ce qu'il ne fallait pas faire à Monaco, mais maintenant c'est aussi très dynamique dans l'autre sens, comment on peut faire évoluer. Et l'avantage d'avoir des systèmes très dynamiques, c'est que dans votre analyse de votre métabolisme, dans votre modélisation, ça vous permet un peu de pouvoir le situer et de voir comment vous évoluez, parce que ça permet de caler des modèles, de caler des évolutions. Et je pense qu'il y a des choses à regarder de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est un État à lui tout seul. Pierre l'a déjà dit tout seul. Ils décident dans leur coin. Ils font un certain nombre de choses. N'empêche que vous partagez des ressources. Vous avez des discussions communes sur un certain nombre de choses. Vous êtes dans le même métabolisme, globalement. C'est-à-dire que le flux sortant de notre métabolisme alimente celui de Monaco, puisqu'on alimente en eau potable Monaco. Donc oui, il y a un sujet. On est liés, hein, effectivement. C'est l'eau des montagnes de la métropole qui alimente Monaco, en effet. Bon, pour terminer, on va globaliser un peu un autre thème de discussion. La question des freins que vous rencontrez ou que vous pouvez voir arriver, on dirait, sur la réutilisation. Alors évidemment, on liste les aspects réglementaires. Vous avez aussi abordé la question de la communication dans des services, et puis peut-être des services qui ne sont pas organisés peut-être pour répondre à ces nouveaux besoins. Et aussi, s'il y en a, des besoins en termes d'accompagnement, collaboration, que ce soit avec le monde de la recherche, avec les institutions qui nous subventionnent. Quelle est votre opinion globale sur ces sujets ? Alors je commence. Sur les freins, je pense que le frein essentiel, c'est celui qui a été dit pas 2 jours, c'est le frein réglementaire. Voilà. Après, il y a potentiellement le frein économique, parce que le modèle, là aussi, ça a été dit, il est pas trouvé, la maquette financière non plus. Et il y aura quand même des réflexions à avoir à un moment sur quel budget paye nous qui sommes effectivement adossés à des budgets annexes de l'eau potable ou de l'assainissement. La question se posera de savoir quel budget doit supporter la RIOUT. C'est important. Il ne faudrait pas qu'il y ait irréversibilité de choses décidées. Bon. Mais ça viendra dans un deuxième temps. Là, on est encore plus dans l'expérimentation, dans les pilotes, donc on a encore un peu le temps. Donc frein réglementaire. Après, l'autre frein qu'il y a, c'est souvent puisque c'est souvent quand même des projets innovants, des réflexions émergentes, c'est la dispersion
qu'il peut y avoir au sein d'une même structure sur ces sujets-là. Nous, à une époque, on est 3 services, je crois que les 3 faisaient de la reuse sans en parler aux autres. Donc, et ça a été dit aussi dans une des présentations, je crois que c'était sur le projet Costa, là, il y a un moment, il faut qu'il y ait un leadership qui émerge pour porter les choses. Et donc même si c'est parfois, là c'était cité je crois au niveau des institutions, mais même au sein d'un service, d'une direction ou d'une petite structure, il faut qu'il y ait un leadership qui émerge. Donc nous, on s'est réorganisé, puisqu'on bascule, nous, donc à la régie, puisque la régie des eaux va prendre la compétence assainissement au 1er janvier 2023, nous. Ah, pas nous. Vous, c'est fait, je vous rassure, vous êtes au courant. Donc nous, on va vous rejoindre, voilà, parce que vous êtes notre exemple. Nice, c'est notre boussole. Donc un an après, on va faire comme vous, et donc on s'est réorganisé, et donc tout ce qui touche à la reuse sera concentré dans une seule direction, avec des effectifs dédiés. 1,5 ETP, donc essentiellement c'est pour suivre le projet Life Rewa, vous aviez compris, mais l'idée c'est qu'ils ne fassent pas que ça, et qu'ils aient un œil sur l'ensemble des choses qu'il peut y avoir autour de la reuse. Hors promoteur, aménageur, parce que c'est pas le même service qui fera ça. Mais c'est important, ce leadership. Alors ce qui n'empêche pas, j'insiste, par contre, c'est l'animation transversale. On ne fait pas de la reuse dans son coin, donc c'est pas leadership pour être dans son coin, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà. Ok. Et vous semblez avoir trouvé avec le projet LIFE notamment cet accompagnement, cette association avec le monde de la recherche Oui, alors dans les non-freins, je dirais, j'ai été surpris depuis qu'on s'y intéresse vers 2016-2017 sur la reuse. C'est finalement, et alors les journées me le confirment, c'est finalement, il y a une communauté scientifique, en veux-tu, en voilà. Donc là, on a des experts, on a des experts dans tous les domaines, qu'on aille sur le process avec des gens très pointus jusqu'à les problématiques d'acceptation sociale, les modèles économiques, enfin bon, l'agronomie, etc. Donc, et même j'ai été surpris, finalement, un écosystème industriel, y compris dans la région de Montpellier, bien plus important que ce que je pensais. Donc il n'y a pas de frein par rapport au bureau d'études, à la communauté scientifique, au monde industriel. De ce côté-là, on est prêt. Tout est vert. Et les 5 personnes là qui vont être dans cette direction, ils vont suivre aussi le Living Lab de la métropole Non, c'est pas les mêmes. Alors, le Living Live, non, parce que non, mais pour finir, c'est vrai qu'on a un peu coupé les choses. Donc tout le monde ne rejoint pas la régie parce que tout le monde n'a pas voulu, et donc il y a une partie des gens qui restent sur les problématiques eau et agriculture, parce que c'est la clé d'entrée, c'est plus l'agriculture qui est une compétence qui reste à la métropole. Sur ce Living Lab ou sur les sujets de captage prioritaire, puisque bon, c'est 95% de pollution phyto-agricole. D'accord. À Nice ? Moi, en 2 mots, effectivement, je partage totalement le point de vue qui vient d'être évoqué, tous les axes. La réglementation, non, on l'a vu, il n'y a pas de sujet, mais s'il y en a un gros, un énorme, mais il faut qu'on arrive à le passer. En tout cas, il faut qu'on fasse bouger les lignes. Et ça, je pense que tout le monde s'y attelle, en espérant y arriver le plus vite possible. Sur la partie dispersion, je suis d'accord. C'est vrai que dans les besoins en termes d'accompagnement, moi, je pense que c'est typiquement ce genre d'événement où, à un moment donné, on se retrouve tous et on apprend plein de choses. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans plein d'aspects sur cette thématique, et c'est fondamental de partager cette connaissance, parce que ça peut nous éviter aussi à nous de réinventer l'eau chaude, c'est-à-dire refaire des choses qui ont déjà été faites, ou alors plutôt de les axer sur des axes qui sont peut-être un peu plus fragiles, et faire en sorte que finalement le système s'auto-alimente, je dirais, en tout cas se solidifie à certains endroits où ils sont plus fragiles au travers d'un certain nombre d'études. Donc il faut qu'on partage énormément. Moi, en termes de freins, il y en a un je l'évoquais tout à l'heure de façon rapide, mais il y en a un qui me préoccupe. Moi, c'est demain, le traitement, un process reuse, il va de facto probablement être relativement énergivore. Et ça veut dire qu'à périmètre constant, on va probablement dégrader notre empreinte énergétique qu'on souhaite diminuer, et probablement aussi notre empreinte carbone à périmètre constant, je parle. Parce que ça veut dire que intégrer cette technologie-là, qui pour moi est fondamentale, il faut y aller, mais ça veut dire qu'il faut qu'en même temps, on arrive à travailler sur les autres empreintes pour essayer d'arriver à faire en sorte qu'on avance tout en réduisant l'ensemble des empreintes qui constituent notre activité, et pas en dégrader une, en tout cas en améliorer une au détriment d'une autre.
Et c'est cet équilibre-là qui n'est pas simple, mais en tout cas qui, à mon sens, doit être intégré dans nos réflexions. Je pense que ça pourrait être une bonne conclusion, effectivement, ce point de vigilance sur l'énergie. Et comme on arrive à 16h, je crois qu'on va pouvoir... Il y a des questions urgentes dans la salle. Clôturer, à moins qu'il y ait une question urgente. Alors là, il y a Guillaume Nourrit qui a une question urgente. On va la prendre. Ouais, non, mais très court. Je reviens sur le projet la Greenbox que j'ai présenté. Ce qui est difficile, c'est de faire un pas encore plus de recul sur. J'ai pas pu faire la CV en prenant en compte la baisse de température sur le quartier, la quantité de climatisation qu'il va falloir avoir en moins et qui économise de l'énergie aussi. Donc même si le process consomme de l'énergie, oui en effet, il faut quand même arriver à faire ces approches globales sur le territoire et arriver à tout prendre en compte. Ah mais non, il faut tout prendre en compte. Et ça prend du temps, c'est complexe. Et je vais quand même éclairer le sujet, par exemple, de la chaleur dans le contexte par rapport au fait qu'il y a le coût énergétique, mais aussi les coûts évités. Ah non, mais bien sûr, il faut bien les estimer. Ouais, complètement.